Salut, c'est Clémentine Elise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, nous recevons Magali Mordin. Magali est thérapeute, superviseur de coach et de thérapeute, hypersensible, intuitive et profondément humaine. Elle accompagne celles qui accompagnent les autres à sortir du doute, à poser un cadre clair et à habiter pleinement leur posture professionnelle. Sa spécialité, mettre des mots justes sur ce qui se joue dans la relation, révéler les angles morts avec douceur mais sans complaisance et aider à transformer les mécanismes défensifs qui fragilisent la posture professionnelle. Bonjour Magali, comment vas-tu ? Bonjour Lise, ça va bien. Je commence ma matinée. Génial. Comme nous toutes, et puis voilà, avec un niveau d'énergie, on disait ça en off, plus ou moins alternatif, mais bon, on verra ce que ça donne pour cet épisode. Et pour peut-être se mettre un peu en énergie, enfin on va essayer. Si tu suis le podcast, tu sais qu'on fait toujours des petites questions pour démarrer l'épisode. Donc si tu es prête, c'est parti. Go. Quelle est la personne qui t'inspire le plus et pourquoi? Et c'est pas forcément un entrepreneur, c'est même quelqu'un qui peut déjà être décédé, hein, mais voilà. Qui est la personne qui t'inspire le plus? J'en ai moi j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent, mais si je dois t'en citer une, en tout cas dans ma vie actuelle, c'est Alice Catlino. OK, ça marche. Notamment par son énergie et cette capacité à exister telle qu'elle est et à travailler à partir de ça, plus, la résilience par rapport à ce qu'elle a pu vivre. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup en ce moment. OK, ça marche. Donc ça, c'est, Alice Cat Designer sur Instagram, hein, Oui, c'est c'est ça? ça. OK, ça marche. Vous voyez comme je maîtrise totalement, Ouais, les personnalités d'Insta. trop bien. OK, très bien. Merci beaucoup. Quel est le mantra, la citation qui t'accompagne en ce moment? Mieux vaut fait que parfait. OK, très bien, super. Si en un mot, si je te dis échec, tu me réponds? Je te réponds en 2 mots. Je te réponds expérience et choix. Choisir, dans le sens où, pour moi, vous avez peut-être déjà entendu cet élément-là, mais c'est quand tu te plantes que tu pousses. Donc c'est par les échecs que moi, personnellement, ça me permet de choisir ce que je veux, choisir où je veux aller, choisir, mmh, en somme, en vrai, le mot échec ne fait pas partie vraiment de mon vocabulaire. OK, ça marche. Trop bien. Mmh. Quelle est l'émotion qui te définit le plus en ce moment dans ta vie en général, que ce soit pro ou perso? J'ai envie de dire diesel, mais c'est pas une émotion. Mais je vois bien que, là, mon énergie, est pas basse, mais elle est hivernale, et donc, il y a ce goût de force tranquille intérieurement finalement. Je suis tenace, mais dans l'énergie dans laquelle je suis en ce moment. Oui, parce qu'on enregistre l'épisode, on est encore mi-janvier, je précise, parce que quand ça va sortir, je pense que le printemps sera de retour. Donc voilà, l'énergie aura changé, mais sinon, je pense qu'effectivement, ce début d'année, c'est assez similaire, enfin assez commun chez pas mal de personnes, ce côté, on y va tranquille, c'est pas comme tu dis, c'est pas une énergie basse, mais on sent qu'il faut y aller, diesel, je pense que c'est le bon mot. Parce qu'après ça va envoyer quoi, donc C'est nickel. ça. Tu m'as saisi. Pire conseil qu'on t'ait donné ou celui que tu exècres le plus? D'écouter les conseils, OK. de faire ce qu'il faut faire, ouais, c'est peut-être, c'était dit à l'inverse, un peu du style, tu dois faire ce qu'il y a à faire. Si tu fais pas ce qu'il faut, bah, forcément ça va pas marcher et de plus écouter les conseils que de m'écouter moi. OK, ça marche, super intéressant. Et Mmh. maintenant, dernière question, dis-nous un truc que personne ne sait sur toi ou une petite anecdote un peu marrante, un peu sympa. Une petite anecdote un peu marrante, un peu sympa. J'en ai 2 qui me viennent, à vrai dire. Je vais te dire, bah, celle qui est marrante, puisque tu me dis marrante. Je vais prendre celle qui est marrante. Quand j'étais petite, j'avais une passion, pour monter aux arbres et faire le cochon pendu dedans. Mais qui n'a pas eu cette passion ? Ceux qui avaient peur de monter aux arbres ou qui avaient une Oui, petite, qui était un petit peu sensée peut-être. il y avait un instinct de survie quoi et les autres du coup. Bon bah moi je fais définitivement partie des autres, hein, du coup. OK. Bah, merci Bah beaucoup, merci. pardon. Bienvenue.
Merci Magali. Du coup, nous, si on t'a invité au micro, c'est parce que, ton histoire, elle est un peu particulière, mais je suis certaine qu'il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui, se retrouveront certainement dans ton parcours. Parce qu'on va parler, de légitimité, de confiance en soi, de quête de soi aussi, à travers le besoin de nouer des partenariats très tôt dans, ton activité. Plus pour, on va dire, justifier ta place, slash ton expertise. Mais avant de plonger évidemment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous remettre un petit peu de contexte, nous de à donc à cette époque-là, quand tu t'es lancée, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Pourquoi tu as pris cette décision-là? Et après derrière, ce qui va en découler. Oui, alors, réajuste-moi si je te réponds pas précisément. Moi déjà le contexte, c'est que je ne viens pas de l'entrepreneuriat. Tu vois, mon lapsus, il est intéressant parce que maintenant je me sens bien entrepreneur. Mais à ce moment-là, je connais absolument rien de l'entrepreneuriat. Moi, d'un point de vue, familial, je suis, entourée j'étais prof donc je suis entourée de profs, donc je connais absolument pas l'entrepreneuriat. Donc j'arrive dans l'entrepreneuriat, complètement perdue. Je connais, à ce moment-là ma compétence de thérapeute et ma compétence de superviseur, mais ça s'arrête là. Et je vais aussi tâtonner finalement pour trouver, ce qui me plaît puisque j'ai, aussi l'enseignement dans le sang et j'ai besoin d'enseigner. J'ai besoin de continuer d'enseigner pour trouver, vraiment mon équilibre parfait qui est l'écoute avec, avec la thérapie notamment et l'enseignement. Donc je vais chercher, il y a des choses qui vont se présenter toutes seules, comme, par exemple, ce qui concerne l'enseignement puisqu'on va me proposer, d'intervenir dans des écoles de post-bac, hein. Ça va se faire tout seul et je vais rechercher des partenariats plus, pour construire des ateliers, puisque c'est quelque chose, auquel j'aspirais et que j'aspire toujours d'ailleurs au passage, avec des personnes qui sont plus aguerries, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, plus aguerries au niveau de l'entrepreneuriat. Bon, ça va pas ça va pas bien avancer. Non, ça me fait penser, j'ai une question qui a popé. Est-ce que du coup cette intention justement d'aller chercher des personnes plus aguerries et cetera, est-ce que c'est quelque chose que tu as eu dès le départ, c'était très clair dans ton esprit? Ou, tu quand même essayé de tâtonner de ton côté pour déjà commencer à démarrer ton activité, trouver tes clients et cetera? Ou c'était vraiment hyper évident: «Il faut que je trouve des partenariats pour trouver des clients, pour, me légitimiser, pour gagner en expérience et cetera»? Alors non, finalement, en fait, de tout ce qui est, thérapie et supervision, ça, j'ai pas besoin de partenariat pour me lancer. C'est plus, tu vois, par rapport aux ateliers que je voulais proposer à ce moment-là ou, à autre chose. Donc vraiment dans la recherche de continuer à transmettre et d'enseigner, même si ça, c'est des choses que je fais aussi malgré tout en thérapie et surtout en supervision. Donc c'est plus, c'était plus, hem, j'ai envie de dire pour viser haut. Et gagner en reconnaissance de mon expertise. Pas en expertise, mais plus en reconnaissance de mon expertise et l'atelier en faisait partie, parce que c'est des choses que j'ai en tête depuis, super longtemps. De toute façon, à partir du moment où j'ai commencé, ma formation de thérapeute, c'était, aussi dans l'objectif de pouvoir proposer des ateliers, et là notamment, des ateliers à des chefs d'entreprise, à des personnes qui sont assez haut placées. Donc avec une prétention certaine de ma part et une prise de risque certaine de ma part, en tout cas par rapport aux ateliers. J'ai répondu à ta question, Lys? Oui, et du coup, tu en as débloqué une autre. Du coup, la question c'est en fait oui, donc je comprends l'intention de du coup d'avoir cette reconnaissance finalement, cette autorité sur ton marché, et du coup la question c'est pourquoi vouloir le faire en partenariat et ne pas vouloir le faire, par toi-même? Mais Parce à que ce le moment-là, résultat j'étais serait pas le même. capable voilà, à ce moment-là, j'étais pas capable de le savoir, Lys. C'est finalement parce que ça s'est pas bien passé
que, moi j'ai pu revenir sur l'analyse. Ce qui est assez étonnant et là ça n'a pas changé en revanche, c'est qu'en tant que prof, j'étais quelqu'un qui était très individuel. Ça m'arrivait de travailler, je regardais les profs de langue qui étaient obligés de travailler ensemble, je me disais: «Mais mon Dieu, comment elles font? Moi je pourrais pas». Je J'aime bien qu'on me fiche la paix. C'est pas pour autant que je travaillais pas avec mon collègue, puisque moi j'étais en classe d'examen, donc parfois je travaillais avec lui, mais c'est quand on avait envie, en somme, mais on n'était pas à faire des projets ensemble. Donc, moi, c'est pas dans mon caractère, en tout cas de prof, que de, travailler à plusieurs. Et là, dès que j'ai commencé l'entrepreneuriat, ça s'est présenté comme étant complètement naturel pour moi. Et donc c'est pour ça que je l'ai recherché, mais sans vraiment m'en rendre compte, en tout cas à ce moment-là. Même d'ailleurs en post-bac, j'ai eu l'occasion d'animer des cours à plusieurs et j'ai surkiffé. Donc, finalement, à ce moment-là, je suis pas en conscience de: «Tiens, il faut absolument que je recherche, quelqu'un à ça». Enfin, voilà. Et en même temps, je ne me sens pas, donc ça répond aussi à ta question, je ne me sens pas complètement d'attaque à pouvoir proposer des ateliers toute seule. Oui, j'allais poser la question parce que je me disais: «Mais ça n'a pas de enfin, ça n'a pas de sens». Si tu nous dis que tu étais en individuel et tout et que là, d'un coup, parce que tu rentres dans l'entrepreneuriat, bah, sans vraiment t'en rendre compte, mais tu Ouais. cherches le contact et je me dis: «Qu'est-ce qui au fond, qu'est-ce qui drivait un peu ces décisions?» Enfin, quelle émotion peut-être, du coup, il se passait derrière, donc tu me dis: «Ouais, c'était peut-être, pas Ouais. sûr d'avoir les épaules» ou Oui, il y avait éventuellement cet élément-là, mais il y a aussi parce qu'aujourd'hui, où je suis plus à la même place, très clairement, je suis plus à la même place. Je veux toujours des partenariats et travailler à plusieurs, je kiffe. Vraiment, c'est donc je pense que c'est le switch salariat où, j'avais envie qu'on me fiche la paix parce qu'il y avait peut-être aussi trop de contraintes aussi à côté. Je dis pas qu'il y a pas de contraintes dans l'entrepreneuriat, mais c'est pas la même chose. Et donc, dans l'entrepreneuriat, il y a quelque chose, c'est moi, ça me dérange pas de travailler à plusieurs, à condition que je garde ma liberté totale. Donc ça, c'est ce que j'ai placé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, oui, je voudrais travailler à plusieurs. Oui, je voudrais intervenir en atelier à plusieurs parce que je trouve que quand on est complémentaire, c'est trop bien. Mais par contre, si ça me porte atteinte, c'est non. Donc ça, c'est ce que j'ai appris, entre autres, de mon expérience finalement. Parce que à rechercher des gens, à ce moment-là, peut-être que j'avais cette idée et ça rejoint un peu l'émotion dont tu parlais, Clémentine. J'avais l'idée d'un filet de sécurité parce que j'avais peur. Je connaissais pas du tout le monde de l'entrepreneuriat, mais vraiment pas. Hem et c'est pas dans l'éducation nationale qu'on l'apprend, entre autres, hein, même si ça pouvait être mené un peu plus autrement que comme une entreprise, bienveillante. Mais donc finalement, je connaissais pas, donc ça me permettait de me dire: «OK, ben je vais aussi apprendre, je vais aussi échanger parce que j'ai une réelle expertise, j'ai une réelle compétence et ça peut mener à quelque chose». Donc c'était ça l'élément, c'est que je me suis juste rendu compte après un certain nombre on va prendre le terme d'échecs, que, mon filet de sécurité, je suis désolée pour les personnes de l'époque, j'avoue que je porte un peu de honte là-dedans, mais c'était plus des béquilles que des filets de sécurité finalement. C'était de prendre appui sur quelqu'un, dans un endroit où moi j'étais dans la méconnaissance, dans l'inexpérience et j'étais perdue, voilà. oui, c'est comme tu dis, tu as eu peur en fait parce que, bah, c'était tout nouveau, ça change Ouais. complètement comme tu dis, l'éducation nationale et puis d'un coup, bah, ouais, tu es très libre alors c'est très bien mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais? C'est bien, j'ai des compétences mais est-ce que ça suffit? Et au final, ces gens-là avec qui tu as essayé de faire des partenariats, c'était histoire de: «Bon, je suis pas toute seule», comme tu dis, c'est je peux m'appuyer un peu dessus donc c'est un peu moins bancal mais c'est il y a encore quelques petits trucs à ça boite encore un peu. Ah ouais, c'est encore un peu c'est un euphémisme là, sur ce coup-là, parce que de fait, je pense que ça aurait pu fonctionner, hein. Ça a échoué pour différentes raisons. Au niveau des partenariats avec les écoles, dans lesquelles j'étais, hem, à y réfléchir là pour le podcast, je me suis rendu compte d'autres choses. Il y a eu d'autres prises de conscience, hein, mais moi, quand j'ai été vous allez voir que j'emploie pas toujours les bons mots. Il y a des fois ça switch, je sais On pas va si faire un jeu, vous verrez si les le bon mot arrive au bon endroit.
c'est ça. Et alors si j'emploie l'expression française, ça sera encore pire, mais hem, finalement recruter, alors c'est ça, ça y est, du coup j'ai mon mot. Quand j'ai été, recrutée entre guillemets là pour pouvoir intervenir, au départ c'était sur un séminaire dans une, école post-bac, donc ouais, un monde que je ne connaissais pas du tout finalement, donc un séminaire de folie. On était dans un élément de communication. Donc, même quand j'en parle, j'ai énormément d'enthousiasme. La personne qui m'a accueillie à ce moment-là, les premiers mots qu'il m'a dit, c'était: ta valeur ajoutée, c'est». Alors là, moi, ça m'a fait: «Waouh, trop bien, ma valeur ajoutée!» parce que j'avoue que dans l'enseignement, la valeur, on en a strictement rien à faire. Et pour le coup, c'est un mot qui est absolument prononcé par quasi personne, sauf soi-même parfois. Mais là, voilà, et donc du coup, il a été décidé à ce moment-là que, pour l'année suivante, parce que là, on était au mois de mars, pour tout ce qui était séminaire, j'allais intervenir et cetera. Cette personne est partie. Donc il y a une autre personne qui est venue et ça, je l'avais oublié quand on en avait discuté là ensemble, j'avais complètement oublié, et cette autre personne n'a pas perçu ma valeur, et j'avais beau expliquer mes compétences, mais c'est pas venu finalement. Et j'ai dit oui à énormément de choses, j'ai dit oui à énormément de cours, de séminaires, même dans d'autres écoles d'ailleurs. L'expérience, si elle est à refaire, je la referais. Peut-être moins longtemps en revanche, mais je la referais parce que ça m'a permis de me dire: ça je veux pas, ça je veux, ça je veux pas». Et je me suis rendu compte que j'ai dit oui à tout, pour plaire, entre autres, hein, et parce que je portais, le pas assez. Donc là, on rejoint l'élément, c'est que certes, il y avait l'inexpérience de l'entrepreneuriat, mais l'expérience de l'enseignement, il y avait 20 ans quand même derrière, hein, donc ça fait quand même pas mal. Mais c'est vrai que l'élément d'intervenir comme ça, en freelance, c'est pas le bon terme, mais c'est cet élément-là. Ça fait que, bah, là, je disais un peu oui à tout, y compris d'ailleurs des moments où j'ai dit oui et j'ai bloqué les dates et je me suis retrouvée, sans rien finalement parce qu'ils n'ont pas fait appel à moi, et je me suis trouvée en bouche-trou finalement. Donc ça, c'est la partie, école. Encore une fois, j'ai vécu de super expériences dedans. Mais il y a aussi quelque chose qui devait partir de moi, où je me disais: «Bon, excusez-moi d'exister». J'avais beau, comme j'ai un fichu caractère, dire: «Non, mais ça, c'est de mes compétences», il y avait un bout où il y avait pas d'impact. Il y a quelque chose qui partait de cette personne-là, mais il y a aussi quelque chose qui partait de moi. Donc finalement, c'est pas que ça a échoué, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai dit: «Bah non, ça me convient pas». Moi, en attendant, ça ne me permet pas de, développer ma propre boîte, puisque j'interviens pour les autres, je fais pour les autres, et ça ne me permet pas de développer ma propre boîte. Et en parallèle, j'ai fait des partenariats avec un atelier qui était quasi abouti, hein, parce qu'on avait fait plusieurs, rendez-vous pour l'atelier. J'avais trouvé un lieu de fou, parce que j'ai quand même des idées un peu, on va dire au level, dans de luxe, là que je peux dire et j'assume. C'est pas dans une petite salle pas jolie et autre, ça j'ai pas envie, c'était vraiment dans un super hôtel avec, une déco que je kiffe complètement, donc il y avait le lieu, et on avait vraiment réfléchi sur, on pas d'accord avec les finances. Donc moi, c'est pareil, hein, c'est haut level par rapport à ça. Peut-être plus maintenant par rapport à il y a du coup, c'était il y a 2 3 ans maintenant, et c'est vrai que là, ça a avorté, non pas parce qu'on pouvait pas s'entendre, non pas parce que l'idée, elle était pas bonne, mais parce que ça a pas plu autour, le partenariat a pas plu autour de personnes qui entouraient cette personne, et ça c'est parti en mode boudin, quoi, finalement. Ouais, même assez violent. Et qui fait que du coup, j'ai tout arrêté au bout d'un moment où j'ai quand même essayé de nouer comme ça des partenariats et ça n'aboutissait pas. Je me dis: «OK, qu'est-ce qui se passe chez moi?» Et c'est là que j'ai pris conscience de la fameuse béquille et de l'espace de finalement, je partais de l'espace de, la peur de manquer. Bon, la peur de manquer de compétences, la peur de manquer d'argent, hem, la peur de pas être assez, et là je le dis, je la contacte et ça fait une émotion.
Ouais, tous ces éléments-là, hein. Donc je partais pas du bon espace finalement, et je partais pas de l'espace de mon expertise de: «Non, mais je vous assure, j'ai vraiment quelque chose à apporter», et qui fait que et à côté de ça, bah, moi, mon business de thérapeute et de superviseur, je n'avais plus la bande passante finalement pour m'en occuper. Donc ça n'a pas avancé. Enfin, ça veut j'avais des clients, mais pas suffisamment pour pouvoir faire vivre mon truc. Donc ça m'a renseignée là-dessus et puis après, peut-être autre chose que je vous dirai par la suite. Moi, je veux juste revenir parce que du coup, là, donc tu as eu plusieurs déconvenues, tu as essayé de nouer plusieurs partenariats assez divers, dans justement cette quête de te rassurer, quelque part. Mmh. Ça a pris combien de temps, justement, entre le moment où tu commences à nouer ces partenariats et le moment où tu te dis: «Bah, là, il y a quelque chose qui cloche, je fais pas les choses dans le bon sens» ou voilà, il y a quelque chose à revoir? Parce que j'imagine que tu as pas eu la révélation du jour au lendemain, il y a eu peut-être une accumulation de plusieurs choses et du coup, qu'est-ce qui a été un peu le déclic, finalement? Et surtout aussi derrière, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que tu nous as dit, notamment sur ce dernier partenariat où visiblement il y avait une belle synergie, il y avait un bon concept et cetera, ça s'est pas fait pour des raisons externes et cetera. Ça a dû générer quelque part une certaine frustration peut-être? Comment tu as vécu toute cette période-là? La frustration, c'est un euphémisme. Ça a été un véritable deuil, Lise. J'ai dû vraiment faire le deuil parce que en plus, quand ça fonctionne en synergie et que c'est tout simple, hein, et que c'est autre chose qui fait que ça aboutit pas, c'est et ça m'a demandé véritablement, ouais, d'encaisser le coup. Alors combien de temps? Oh bah, j'ai c'est une bonne année, hein, quand même, hein. Finalement, on va dire que, le fait de prendre plusieurs claques, je me suis dit: «OK, il se passe un truc», mais j'ai pas mis le doigt dessus, tout de suite, surtout qu'en plus, dans les différents partenariats, comme tu disais, il est divers et varié. Donc j'ai pas, pigé tout, et à un moment donné, mais que là, moi, très concrètement, financièrement, à ce moment-là, certes, le post-bac me rapportait un peu d'argent, mais c'était pas suffisant, et je commençais à pas m'éclater du tout, ou je m'éclatais contre un mur, oui, mais c'était pas le même objectif. Pardon. C'est vrai que l'élément, c'est, non, c'était pas cool, et ensuite je me suis rendu compte, entre autres, que le public que j'avais, entre autres, au niveau du post-bac était le même qu'avant le bac. C'était pas quelque chose qui me convenait et je voulais pas enseigner de cette façon-là. Donc je me suis rendu compte petit à petit, finalement, de ce dont j'avais besoin. Donc ça, c'est petit à petit. Et j'ai besoin d'enseigner, mais à des personnes qui me payent pour ça. Pas les personnes qui sont là parce que, bah, ils veulent un diplôme, ou ils et que, j'ai besoin de mettre toute mon énergie pour attirer leur attention et cetera. Par exemple, donc je veux plus enseigner. Moi, je vous dis ça et en même temps, je me dis: «Bah, pourquoi pas?» Je veux plus enseigner à un groupe de 30 personnes. Il y a enseignement. Conférence devant 100 personnes, ça me fait pas peur. Un peu quand même. Je le dis, et en même temps, je dis un peu quand même, mais en même temps, une fois que je serai lancée, ça me dérangera pas. Mais l'enseignement à proprement parler, avec un élément de formation, d'atelier, j'ai pas envie qu'il y ait plein de personnes, parce que je peux pas offrir la même chose. Et donc finalement, ça m'a demandé quand même une bonne année pour me rendre compte, puis un bon, chiffre d'affaires pas suffisant, quoi, pour me dire: «OK, là ça marche pas. Moi, je suis pas en train de m'éclater, je suis pas épanouie». Heu, il y a un certain nombre de frustrations et de choses qui vont pas, et en même temps, il y a eu un petit syndrome de l'imposteur qui s'est pointé et qui s'est placé à un endroit où il n'est pas d'habitude. Donc je donne plus d'éléments. J'ai commencé à me dire que je n'étais pas une bonne thérapeute. Or je sais que je suis une excellente thérapeute. J'ai commencé à me dire que, à me dire parfois, en fin de séance, de: «Ouah, c'est pas moi qu'il lui faut», et là je me suis dit: «Non, non, non, là, il y a un truc qui fonctionne pas». Parce que je connais ma compétence, et par rapport à ça, il y a c'est solide. Ma posture est très solide par rapport à ça, et donc je me suis dit: «Qu'est-ce qui se passe?» L'élément, c'est que l'imposteur, il se situait effectivement à un endroit. Donc j'ai écouté mon imposteur à ce moment-là, et ça fait partie des choses que je conseille de faire, d'écouter son imposteur plutôt que de lui dire: «Tais-toi». À un moment donné, il faut lui dire: «Tais-toi». Ça, c'est sûr, mais c'est quand même bien aussi de pouvoir l'écouter,
Et il y a un endroit où vraiment j'étais une impostrice. Je sais pas si ça se dit, ou une imposteur, hem, mais Auteur, voilà. c'est Parce que très joli là, je ça. sais que je manquais pas de compétences, je manquais pas d'expérience, je manquais pas de tout ça, donc ça n'avait pas de place. Et l'endroit où, en revanche, je manquais de compétences, où je manquais d'expérience, c'est le côté et donc, ouais, on peut être une super, excellente thérapeute, superviseur et tout ce qu'on veut. Les gens, ils sont pas au courant. Donc, ils sont au courant quand on leur dit. N'empêche, et c'est là que j'ai bien compris, que c'était pas un jeu, ou même si le jeu me plaisait, être chef d'entreprise, c'est pas un jeu, pour le coup, il y a un enjeu là, et qu'il fallait que je me forme. Je pouvais, réussir à avoir, hem, à acquérir des compétences parce que j'apprends très vite, de moi-même, que là, soit j'allais faire ça, mais ça allait me demander à peu près une dizaine d'années, soit il fallait que je me forme. Donc c'est là que je peux citer, c'est là que, j'ai fait la BSB avec, En même temps, j'allais dire, si c'est Aline, limite faudrait qu'elle nous paye parce qu'elle est tellement citée dans le podcast de par Monge et par Vaux, qu'à un moment donné, bon, c'est voilà. peut-être Mais qu'il du y coup, on ait n'est c'est pas pas un sponsor hasard. on n'est pas sponsor BSB, hein, du coup, hein, c'est, mais voilà, tu peux citer. J'ai cherché, aussi, hein, j'avais d'autres possibilités de formation, mais c'est sûr que Aline était la personne qui m'apportait énormément de clarté. Contrairement peut-être à d'autres, ce n'est pas quelqu'un que je connaissais, véritablement. Ça faisait un moment que j'écoutais son podcast parce que, en faisant un challenge LinkedIn avec Nina Ramen, elle citait Aline, et donc j'écoutais le podcast alors que moi j'en écoutais absolument pas du tout avant. Et sa manière de la clarté qu'elle apportait, c'est finalement quand on en parle: «Oh bah OK, c'est tout simple, d'accord». Et donc j'ai fait la BSB, mais en parallèle des galères que je pouvais vivre, et qui fait que ça m'a aussi aidée à me dire: «OK, là, il y a un truc qui fonctionne pas, et je vais déjà acquérir, cette compétence d'entrepreneur». Et là, je suis clairement plus à la même place, hein, même si j'ai encore beaucoup de chemin, hein, quand même, mais je suis clairement plus à la même place, hein, dire non. Et étonnamment, par exemple, quand j'ai dit non, à l'école, enfin aux écoles, dans lesquelles j'intervenais, là, je me retrouvais quasiment avec un temps plein. Donc j'ai dû dire non au moins une dizaine de fois. Non, non, donc histoire de bien me le mettre à l'intérieur du corps, de dire: «Là, tu choisis ton business et c'est non». Ouais, Donc le voilà. temps que ton corps s'habitue à allez, c'est ça Oui, ma nouvelle norme maintenant, on va partir voilà. là-dessus. C'est inconfortable, mais vas-y, on va y arriver. Et je vais pas nourrir la peur de manquer en disant oui parce que à ce moment-là, ça va me rapporter de l'argent. Et même la peur de manquer de reconnaissance parce que quelque part, je pouvais le vivre comme tel. C'est si on vient me chercher, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. Ils vont pas se mettre non plus dans la difficulté. Donc, voilà, c'est finalement, et j'avoue qu'à partir du moment où j'ai commencé à dire non, moi je me suis dit oui. C'est beau, hein, ça. Mais c'est vraiment ça, c'est que moi je me suis dit oui, mais pour me dire oui, il fallait que je sache aussi où j'étais. Et ce que je voulais vraiment, c'est, parce que finalement j'ai fait des choix aussi en conséquence de ce que je connaissais, et de ce que je savais de moi. Mais il y a plein de choses que, là aujourd'hui par exemple, je pense que en tant que prof, j'étais déjà une entrepreneur, mais je m'en rendais pas compte. Je dissonnais parfois. J'étais pas une prof enfin pas lambda, mais une prof, normale. C'était quoi ton petit côté entrepreneur, dans le prof, dans Mais la je prof? t'avoue, Clémentine, que j'ai encore pas vraiment trouvé, mais je pense que c'est vraiment dans le truc j'ai envie de dire le côté propulsant alors par exemple refaire le même cours, ça m'enquiquinait comme un rat mort. Mais vraiment, c'était compliqué pour moi de refaire le même cours. J'ai apprécié beaucoup, par exemple, d'intervenir en terminale en littérature parce on avait un programme imposé, donc quelque part une contrainte imposée, et moi j'en trouvais, je faisais ma liberté à partir de ça, et ça me faisait, intellectuellement très avancer.
J'ai aussi fait des sujets de bac. Donc ça, il y a quelque chose de l'émulation que je retrouve aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Alors je dis pas que les personnes qui sont pas entrepreneurs en tant que prof le vivent pas, mais en tout cas moi c'est le lien que je fais. Mais j'en ai encore à faire, ça fait pas très longtemps que j'en ai pris conscience. OK, ça marche. Trop bien, trop intéressant et justement ça enfin, de faire ce travail sur l'imposteur, de chercher, bah, où je suis, ce que je veux et cetera, enfin, ça se fait pas du jour au lendemain, ça c'est pas en claquant des doigts. Quelles questions tu t'es posées? Enfin, comment, là, c'est limite un c'est un peu tôt pour demander le conseil, mais finalement, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu perdus justement et qui savent pas se dire oui et qui savent pas dire non, du coup, à pas mal de toi, tu es passé par quelle phase? Comment tu as fait? Qu'est-ce qui t'a aidé, en fait, à Je faire un peu de pense tri que et voir où tu en étais? faire le tri, c'est que j'ai bien, vu les endroits qui ne me convenaient pas. Donc les endroits qui ne me convenaient pas, c'est non. C'est pas la peine de continuer un truc qui convient pas. Mais le non, il faut le dire. Donc le non, c'est accueillir aussi, ce qui va avec, comme la peur de manquer, la peur de déplaire, tous ces éléments-là. Mais moi, j'ai envie de dire quand même en conseil, c'est, dire non, c'est pas facile au départ, mais plus on le dit, plus c'est facile. Donc calmez-vous à un moment donné parce qu'il va falloir dire oui de temps en temps quand même, hein. Ça, mais oui à quelque chose qui plaît, ça se dit tout facilement. Mais c'est que finalement quand on n'a pas envie de dire oui spontanément, c'est que derrière il y a le non ou alors le faut que je réfléchisse. Donc moi l'élément c'était oui. Oui, pourquoi pas? Parce que c'était des défis. Encore une fois, si c'était à refaire, je le referais parce qu'il y a de l'expérience derrière. Il y a eu des choses de cet ordre-là et pour pouvoir savoir où on est, souvent on nous dit: «Oui, il faut savoir, comment enfin, tes besoins et cetera» et si moi je suis thérapeute donc je le sais, je travaille les besoins avec mes clients justement, et moi je le travaille aussi avec mon thérapeute. Donc j'ai la thérapie qui m'a aidée où, en somme, lui m'a remis vraiment dans le mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est la liberté. Donc est-ce que ça sert ma liberté ou pas? Bah non, ça sert pas ma liberté. Au contraire, ça m'emprisonne, donc c'est non. Donc ça, je l'ai vu en thérapie, je l'ai vu aussi au moment de la BSB où Aline nous demandait: «Pourquoi? C'est quoi votre pourquoi?» et moi, mon pourquoi, c'est ma liberté et aujourd'hui on n'y touche pas. Donc ça, c'est facile du coup de dire non ensuite. Et l'autre élément, c'est que parfois, on arrive à se définir, mais à la négative. Pas «je suis pas ça», c'est «je ne veux pas ça». Pour pouvoir arriver à bah, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas et ah bah, ça je veux. J'expérimente, ah, il y a un truc qui me plaît pas, il y a donc finalement c'est ça, c'est l'élément de l'expérience, et de c'est par l'ex moi, ce que je dis, ça vient pas forcément de moi, hein, la confiance en soi, elle est pas avant le passage à l'action, elle vient après. Et c'est pareil au niveau de, la connaissance de soi, elle vient souvent après le passage à l'action. Et l'autre élément, Clémentine, parce que quand tu m'as posé la question, ça m'est venu, ce qui m'a permis aussi de me positionner, c'est d'écouter ma colère. Ah Parce bah, que tu là prêches une convaincue, hein. Moi, je le dis tout le temps, c'est super, mon émotion préférée, donc voilà. Et finalement, quand on écoute la peur et en plus des peurs imaginaires, souvent imaginaires, on peut pas écouter les vraies émotions et finalement, plusieurs reprises, moi, j'ai pas écouté la colère qui est l'émotion de l'affirmation de soi. Donc à partir du moment où on écoute la colère, pas la colère de: «Ouin on me fait du mal» et cetera, pas la victime, hein, mais la colère de: «Eh oh, attends une minute là, non, ça me dérange. On peut beaucoup plus se positionner et moi, c'est ça que j'avais pas fait et c'est ça que je fais aujourd'hui autant que faire se peut, hein. Il y a des ratés encore et il y en aura parce que c'est loin d'être le processus, il est loin d'être abouti. et qu'est-ce qui fait que tu pas la colère au début? C'était, enfin, conscient ou juste, tu juste focus plus sur tes peurs et C'était pas conscient parce que comme j'étais dans les peurs et les peurs, imaginaires, c'est du défensif donc à partir du moment où on est dans la défensive, on n'est pas dans l'écoute de l'émotion. Et qui fait que, il y a un bout où moi je revenais pas suffisamment à moi, qui fait que sinon j'aurais goûté, très clairement que là, la liberté elle était atteinte, par exemple, ou que, ou que j'étais en train de servir les autres au lieu de me servir moi, de servir mon business. J'adore dire ça. Hem
Mais c'est ouais, c'est vraiment le et puis je pense que moi, c'est pas toujours la colère qui me pose problème. Une autre émotion qui peut, du coup, ne pas me donner accès à la colère, c'est la surprise. C'est que quand je suis prise par surprise, moi je coupe. La surprise, heu, c'est pas c'est pas mon émotion chouchou. C'est pas ta meilleure amie visiblement, hein. Je l'apprivoise parce que, beh, c'est quand même un petit peu utile de l'accueillir, elle, qui fait que si j'accueille pas la surprise, j'accueille pas les émotions qu'il y a derrière et donc, bah, la colère, elle est là, mais je la sens pas et donc je peux plus m'affirmer parce que la colère, ça aide à dire: «Bah, non, ça je suis pas d'accord». C'est surprenant que tu aimes pas la surprise. Enfin, c'est marrant, j'avais jamais entendu ça. Je sais pas, ça me fait je trouve ça rigolo. Enfin, je me suis jamais posé la question, mais tu vois, comme quoi c'est intéressant d'aller creuser un peu ce qu'on ressent personnellement parce que tu Ouais, vois, moi j'aurais tendance à dire: «Oui, bah, la surprise, quoi et tout», mais c'est intéressant du coup de voir, bah, oui, s'il y a ça déjà qui me bloque, en fait, derrière, il y a plus rien qui se passe, beh, oui. plus signal radio, terminé et du coup, j'accède pas aux vraies informations qu'elle-même a à me fournir du coup, donc Mmh. puisque rappelons que les émotions sont des messages à écouter. Merci. Là, tu pêches aussi une convaincue, Aussi Clémentine. Aussi désagréable puisse-t-elle bon, je être. vais vous laisser toutes les 2, vous allez faire votre podcast et puis, voilà, on se retrouve Dans plus quelle tard. émotion es-tu là, Lise, C'est quand ce que tu nous j'allais dis ça? dire, Clémentine. C'est quoi que tu ressens, Lise, là? Ben moi, je vous écoute et je bois vos paroles, mais je me sens un peu à côté de la plaque. Bah, justement, qu'est-ce que ça nous non, je déconne. Heu, non, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que, bah, on a toujours ce discours, mais le pro, le perso, ça c'est forcément dissocié et cetera, alors qu'on voit bien que c'est pas du tout dissociable. Et rien que ça, tu vois, les émotions, bah, c'est très personnel, techniquement. Tu et je pense qu'il y a des gens qui se disent: «Oui, mais ça n'a rien à foutre dans le business», enfin, ou alors c'est ça ce n'est pas la priorité, tu vois? C'est alors que oui, parce qu'en fait, de toute façon, l'entrepreneuriat est un outil de développement personnel. Ça te fout face à justement, bah, comme tu disais, là, le passé, le machin, le syndrome de l'imposteur et en fait, et c'est super intéressant et les émotions sont là pour te signaler ça, mais c'est vrai qu'en plus, si tu es déjà coupé de ça, Mmh, bah, en fait, tu perds un nombre fou d'informations et tu peux longtemps, complètement. enfin, le petit hamster dans sa roue, quoi. Oui, c'est ça et du coup, céder aux injonctions. Parce que, céder les injonctions, c'est alimenter aussi, peut-être le manque de légitimité, c'est alimenter, c'est la dévalorisation, c'est alimenter tout ça. Parce que, et qui fait que tu as pas ta boussole, en somme. Tu peux pas trouver, enfin non, c'est pas non plus être toujours centré sur son nombril par rapport aux émotions, mais de pouvoir, travailler à partir de ça. Sinon, on est des robots au passage, hein. Donc, dans le pro, si, on n'est pas dans l'écoute de ses émotions, ben, ça donne des robots et donc des personnes qui sont pas en relation. Moi, j'y crois pas du tout à ce truc de séparer le pro et le perso, c'est vraiment pas quelque chose et même l'équilibre pro perso, me paraît aussi un peu compliqué ou très ambitieux. J'ai envie de dire, on est à chaque fois sur une, enfin équilibriste quoi. Finalement, c'est wo 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 entre autres, bah, le centre pour, l'équilibre, c'est les émotions ou l'écoute des émotions, parce que quand on les écoute pas, ça c'est là où ça pose problème. Yes. J'ai vu un reels l'autre jour qui représentait bien ça. Excuse-moi Lise, après je te laisse parler, mais où justement la meuf, elle avait pris une bouteille de coca et elle l'a secouée bien fort. Elle a dit: «Voilà, quand vous retenez vos émotions trop longtemps» et donc après elle a ouvert la bouteille et forcément, ça a explosé, quoi et je trouve que c'est très très bien imagé. Donc voilà, Tout à je vous fait. le partage. Je te laisse, Lise, maintenant. Oui, moi j'avais une question pour les esprits les plus, pragmatiques qui pourraient nous écouter. Donc oui, juste pour revenir sur, le fait qu'aujourd'hui, bah, du coup, tu choisis un petit peu plus en conscience et cetera. OK, tu écoutes tes émotions, OK, tu as mis le doigt sur ta vision, tu sais plus facilement dire non, à certaines opportunités et cetera. Mais du coup, pour des gens peut-être un peu plus pragmatiques, est-ce qu'il y a des outils, concrets qui vont t'aider dans tes choix, en fonction de tes opportunités? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place aujourd'hui dans ton business pour, continuer à avancer vers ta vision, vers ton pourquoi, plutôt que Mmh. vers cette peur de manquer, ce besoin d'avoir une béquille, d'aller chercher de la reconnaissance et cetera? Oui, d'un point de vue très pragmatique, les objectifs et moi, je viens d'un monde où les objectifs, je trouvais pas trop l'utilité à la chose, et où j'avais des difficultés d'ailleurs à les établir parce que pour moi, poser un objectif, c'était l'atteindre. Obligatoirement. C'était du non négociable.
Donc autant dire que, bah, du coup, je préférais pas en poser, comme ça j'avais pas à les atteindre. C'est plus dans l'ordre possible. Autant vous dire aussi que ça n'aide pas à atteindre les objectifs de pas les poser. Et effectivement, bah, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Je suis désolée Clémentine, ça tombe encore sur Aline. Mais j'ai rien contre Aline, hein, attention, hein, mais Mais juste c'est factuel, on en parle souvent. mais voilà, donc il va falloir penser quand même effectivement la rémunération derrière. Mais finalement, je sais que ça m'a beaucoup aidée, c'est que, je n'arrivais pas non plus à mettre des objectifs, déjà par cette croyance de l'objectif, faut l'atteindre, hein, et aussi parce que soit je me jugeais en disant que j'étais trop prétentieuse, soit, et alors parfois c'était sur le même, hein. Par exemple, mon objectif de CA. Parfois c'était sur le même et la seconde d'après, je: «Oui, mais peut-être que tu es pas assez ambitieuse». Donc il y avait un espace de jugement et ça, ben, moi, c'est court-circuit total, et qui fait que, bah, procrastination, on va pas le faire. Et Aline m'a dit: «Écoute, dans ce cas-là, fais la méthode BM». Et là, la méthode BMW pour moi est, une richesse absolument incroyable. Étant le bien, le point de départ de l'objectif, M étant le mieux et W étant selon ce qu'on a envie, ou what the fuck. Et là qui fait que la fourchette, me permettait moi de me dire: «OK, je vais me situer là» et du coup, j'ai plus besoin d'avoir un truc précis pour pouvoir fixer l'objectif et qui fait qu'aujourd'hui, quand, il y a quelque chose qui se présente, je vais me dire: «Est-ce que ça correspond à, ce qui va me permettre d'atteindre, cet espace-là?» Et bah, quand c'est non, c'est non. Parfois c'est oui, peut-être si tu fais ci ou si tu fais ça. Donc ça me permet moi de mettre, est-ce que j'ai envie de faire ci ou est-ce que j'ai envie de faire ça? Et de, finalement d'avoir une boussole intérieure qui n'est pas la boussole des émotions, qui quand même au passage Lise peut être tout à fait pragmatique. Je me suis fait la remarque aussi, j'étais là genre: «Bah, pour les gens pragmatiques, écoutez Voilà, vos émotions, hein, c'est pareil». mais c'est juste un petite remarque au passage quand même. Donc Bon, écouter l'émotion, c'est pragmatique, hein. pour les gens qui n'arrivent pas à écouter leurs émotions, qui n'en sont pas encore à ce stade-là, voilà. Bah, commencez, voilà. Voilà et vous faites Arrêtez de chercher des excuses, vous y allez bordel de merde là. ou aller chercher de l'aide pour ça. Donc moi, c'est effectivement mon métier, mais je le fais aussi. Moi, il y a des moments, j'y arrive pas. Donc, j'ai vraiment besoin d'aide pour ça. Sinon, c'est vrai que le côté très pragmatique, volonté objectif, comment on atteint les objectifs, c'est des super boussoles. Et moi, c'est une boussole que j'ai découverte. Je dis pas que je fais tous mes objectifs super bien. J'ai un petit endroit où je peux un peu me lâcher, c'est les endroits de jalon des objectifs. Mais au moins ça permet vraiment de, OK, j'ai ça comme objectif, est-ce que ça correspond? Non, ça correspond pas, bah, donc c'est non. Ça veut pas dire que ça sera non tout le temps, c'est parce que l'année d'après, les objectifs seront peut-être différents. Super boussole intérieure ou extérieure. Je viens d'avoir une question qui a popé parce que en fait, quand on t'entend, à mon sens, ça a l'air facile du coup de dire non, mais est-ce que ça l'est réellement? Parce que, OK, factuellement, ton objectif, il est là. L'opportunité ne rejoint pas ton objectif, donc la réponse est non. Mais est-ce que c'est quand même facile pour toi de dire non? Ou est-ce qu'il y a encore un conflit quelque part? Non, il y a pas de conflit. Finalement, c'est facile. C'est facile aussi parce qu'aujourd'hui, je sais plus, ce que je veux, et dans les objectifs, il y a aussi mon pourquoi. Mon objectif, alors mon pourquoi personnel, c'est la liberté et l'épanouissement. Mon Ma mission de vie, j'aime pas du tout ce terme de mission de vie, mais mon objectif de ce que je peux apporter au monde, c'est que là, aujourd'hui, j'ai des hommes en clientèle, mais j'accompagne beaucoup les femmes et j'ai cette croyance profonde, je sais pas si vous le partagez, que si les femmes prennent plus leur place, que ce soit dans le milieu, perso ou pro, bah, ça va faire beaucoup plus d'harmonie et de joie. Et moi, j'ai envie d'apporter de la joie de toute façon, et qui fait que, je vais me dire: «Est-ce que ça sert ça? Ben non, ça sert pas» et qui fait que c'est tellement, positionné intérieurement, hem,
non, le non, il est facile. Je dis pas que, est-ce que tous les non sont faciles? Non, parce qu'il y a des trucs qui peuvent, je sais pas, mettre un petit peu de poudre aux yeux. Donc c'est l'endroit où je vais réfléchir. Mais globalement, le non, il est difficile quand on n'a pas l'habitude de le faire ou quand on ne le légitime pas. Et moi, aujourd'hui, je le légitime. S'il y a un Ouais. truc qui me Mmh. dérange, c'est légitime. Mmh. Ça dérange peut-être pas quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire que l'autre me propose pas quelque chose de bien. C'est juste que moi, ça me dérange et mon émotion est légitime. Ouais, en fait, tellement tu te connais maintenant, tu sais ce que tu veux, ce que tu veux pas Ouais, et ce que tu ressens, voilà, par rapport à un truc. Même s'il y a peut-être quelque chose qui va te faire douter 2 secondes de: «Ah, peut-être». En fait, quand tu vas te reconnecter à, bah, c'est quoi mes valeurs, mon pourquoi, ce que je veux et cetera, tu vas dire, bah, soit c'est un grand oui, hein, ça va me servir ou ça va nourrir ma liberté ou comme tu disais, enfin, les trucs importants. ouais, Soit, ben, non, ça vient pas du tout ou alors ça va même à l'encontre d'une valeur vraiment importante ouais, ou voilà, d'un besoin. Donc, ben, non, en fait. ouais, Je pense que c'est ça où c'est plus facile de dire non. Quand tu sais ce qui est OK pour toi ou pas c'est ça. et comme tu dis que tu le légitimises surtout genre, j'ai le droit de ressentir ça. C'est mon Voilà. gros combat du moment, donc forcément ça me parle. Mais à partir du moment où tu dis: «Oui, j'ai le droit» et attention du coup, Lise, j par rapport à ta question, oui, c'est très inconfortable d'essayer de se convaincre que oui, tu as le droit. Enfin, c'est un gros chemin ça aussi. De oui, c'est OK, comme tu dis Magali, peut-être il y a des gens, ils vont pas comprendre, ils vont dire: «Bah non, tu es con, c'est une opportunité en or». Non, moi ça me va pas et donc c'est suffisant. Ça, c'est très inconfortable effectivement, c'est un passage très, très inconfortable et très compliqué en négociation avec soi-même. Mais comme le non, ça se pratique et après ça devient plus facile. Enfin, je sais pas si on partage. Et tout à fait, à partir du moment où tu fais le chemin plusieurs fois, c'est au départ, tu y vas à la machette, et puis après, bah, tu désherbes un peu et puis après, bah, tu as plus besoin de désherber et finalement ton chemin il est, il ça devient une autoroute à un moment donné. Mais c'est vrai que, c'est inconfortable parce que ça fait vivre des choses. Je suis sensible à toi d'ailleurs Clémentine, je t'apporte toute mon empathie par rapport à ça, parce que si tu es dans cet élément-là, à ce moment-là, c'est sûr que c'est Alors pas c'est pas pour moi, hein, c'est pas pour moi. Enfin moi, c'est bon, ça je suis passée et enfin bah, oui, j'y suis passée, c'était très inconfortable mais après c'est très libérateur. Mais c'est que les personnes que j'accompagne, je les vois, ouais, c'est ça le gros blocage, c'est déjà juste, légitimer qu'elles ressentent quelque chose et qu'elles ont le droit et du coup beaucoup d'empathie et de compassion pour ces femmes-là parce que on est nombreuses, elles sont nombreuses et je pense que si vous nous écoutez, je pense que ça résonnera un petit peu aussi. c'est l'élément aussi, je sais que moi qui m'a aidé à accueillir la légitimité de ce que je ressens, c'est que ça ne dit rien de l'autre. Ça ne dit que moi. Donc, si par exemple, je suis pas à l'aise avec un truc, ça veut pas dire que l'autre me met mal à l'aise. Parfois c'est le cas, hein, mais, ça veut pas di je vais pas remettre en cause l'autre finalement. Je peux me dire: «C'est je suis légitime à ressentir ce que je ressens» et ça veut pas dire que ce qu'on me propose c'est pas bien ou autre. Et je sais que ça, moi, ça m'a aidé de me dire: «Non, ça dit rien de l'autre et je n'ai pas à justifier à l'autre parce que, bah, moi intérieurement ça fait non, ça c'est pas pour moi». Et du coup, pour, les auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui se retrouveraient un petit peu dans cette situation où ils ont accepté, bah, potentiellement des partenariats, par peur de manquer, mais ils sentent que voilà, il y a une petite friction, il y a quelque chose. Heu, Peu importe qu'ils soient déjà ouverts sur le concept des émotions ou en ou en plein déni et qui ont besoin d'éléments concrets, quel serait pour toi, tu vois, le 1er pas à faire ou le premier conseil, le premier truc à appliquer pour prendre peut-être un pas de recul et faire le point? Bah, finalement, au moment où tu as dit le premier pas à faire, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le pas de côté. Tu vois? C'est le pas de côté et de se poser la question de: «Pourquoi je fais ça?» Pourquoi, c'est pourquoi est-ce que je vis vraiment un inconfort? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît pas ou qui ne me convient pas? Et après, beh, parce que la réponse parfois c'est, beh, c'est inconfortable parce que c'est pas ma zone de confort, mais je kiffe quand même. Heu, Là où c'est un peu plus compliqué et moi j'étais dans ce cas-là, c'était j'ai un inconfort, voire même une souffrance, mais je kiffe aussi. Donc j'avais les 2. Donc quand c'est comme ça, tu parlais de négociation avec soi-même Clémentine tout à l'heure, bah, moi quand c'est comme ça,
La négociation, c'est: «Ouais, mais enfin, c'est pas grave, tu kiffes quand même. Donc tu prends ce qui est bon et puis tu fais pas attention à ce qui est pas bon, que je me prends quand même dans la figure». Donc ça a un impact, forcément. Mais c'est ça, c'est de pouvoir faire le point, de dire, «Voilà, qu'est-ce qui me plaît pas et est-ce que j'ai envie de me faire vivre ça? Est-ce que j'ai envie de continuer à me faire vivre ça?» Parce que, et est-ce que ça m'empêche de vivre autre chose? Et qu'est-ce que ça m'empêche de vivre autre chose? C'est dans l'élément de, parce que moi, pendant que je faisais ça, bah, ça me prenait ma bande passante et du coup, il y avait des choses que je pouvais pas faire, que je voulais faire, qui étaient importantes pour moi. L'élément, c'est vraiment de pouvoir revenir à soi et surtout, autant que faire se peut, de lâcher le déclencheur. Parce que quand on part sur le déclencheur ou sur l'extérieur, de: «Oui, mais un tel veut, un tel» et cetera, «Ils vont dire que» et cetera, bah, là, j'ai envie de dire, c'est mort. Et Quand puis tu si on parles n'y de arrive pas. déclencheur, du coup, c'est genre, ouais, une situation extérieure ou quelqu'un qui t'aurait dit quelque chose ou, Oui, voilà, c'est ça le quelque déclencheur, chose c'est au lieu qui me d'extérieur. déclenche. Voilà, quelque chose qui a un impact sur moi, qui me déclenche, mais le déclencheur, il est extérieur. Mais Ouais. souvent, on reste dessus à se dire: «Bon, bah, voilà, oui, mais c'est parce que la personne», je donne un exemple, «c'est parce que la personne, n'a pas compris ma compétence, me prend pour un bouche-trou», alors c'est pas faux. Là, pour le coup, c'était pas faux. Ça m'a demandé, un petit peu de temps, pour m'en rendre compte parce que l'ego, il en a pris un coup, très clairement quand même, hein, mon ego en a pris un coup. Et de revenir de: «OK, mais moi, c'est où que je me lâche? C'est où que je me trahis? Beh, c'est en acceptant ça. Et pourquoi j'accepte ça? Bah, parce que j'ai peur de manquer, parce que j'ai peur de déplaire, parce que, et non, quoi. Est-ce que j'ai envie de me faire vivre ça? Est-ce que j'ai envie, d'avoir des gens qui décident de mon emploi du temps, même si c'est moi qui dis oui en fin de compte? Non. Donc voilà, c'est ça, c'est finalement, c'est avoir toute la démarche de pouvoir revenir à soi et bah, de lâcher le déclencheur et ça, je pense que c'est le plus difficile. Ouais, pour pas se placer en mode victime, enfin, on en a rapidement parlé tout à l'heure, mais finalement, ouais, on peut se plaindre: «Ah bah oui, mais gna gna gna, c'est de sa faute ou c'est parce qu'il me prend pour un bouche-trou» et comme tu dis, en soi, ça peut être vrai, c'est même pas C'est pas la bah oui, question. peut-être il y a des gens, c'est des baltringues, enfin, je veux dire, c'est pas les bisounours, donc bien sûr, mais OK, comme tu dis, moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Qu'est-ce que j'autorise? Et c'est vrai que c'est pas c'est se remettre une responsabilité, donc c'est pas évident, Ouais, c'est le terme, c'est la responsabilité. Alors ça frotte, hein. mmh, C'est pas ça très fait sourire agréable aussi, mais de dire: «Bon OK». Bah, l'ego, il en prend un coup aussi, hein, d'ailleurs au passage, mais c'est de pas mettre, ouais, de pas mettre de l'ego là-dedans. Parce que quand on met l'ego là-dedans, résultat les courses, on se retrouve dans des situations parfois bah, qui sont pas agréables. J'allais dire inconfortables, mais c'est pas l'inconfort, c'est qu'ils peuvent être souffrantes même carrément. Je veux juste adresser quelques mots aux gens qui se sentiraient piqués justement dans leur ego, juste pour les rassurer parce que, aujourd'hui, bah, effectivement Magali, tu as ce recul, cette présence d'esprit de te poser ces questions-là, de te reconnecter à toi, à tes émotions, à ce que tu veux et cetera. Mais avant d'en arriver là, tu as quand même passé 1 an du coup dans ce flou, dans cette période Mmh. où, tu faisais des choses malgré toi, malgré ce que tu voulais, que ça te procurait forcément des situations d'inconfort, ce genre de choses. Donc si les auditeurs, auditrices sont dans la même situation aujourd'hui, heu, ça fait aussi partie du process dans le sens où oui, on peut pas arriver, à ce genre de questionnement, de réflexion sans, entre guillemets, bah, avoir le nez dans le caca, pour rester, poli et c'est OK aussi. Donc soyez indulgents avec vous-même. Maintenant que vous avez l'information, vous savez comment faire et quelles questions vous poser pour sortir de cette situation. Et c'est vraiment tout un processus parce qu'il y a aussi rien qui est possible s'il y a pas de prise de conscience. Et moi, il y a des endroits où j'avais pas conscience parce que, je fonctionnais un peu en mode survie et le mode survie empêche la prise de conscience et quand, je prenais conscience d'un truc, beh, je mettais mon mouchoir dessus et voilà, quoi. Et il est arrivé un peu trop d'informations finalement d'un coup et l'élément déclencheur, c'est mon chiffre d'affaires. De dire: «Beh, là, attends une minute, là, tu fais quoi?» Parce que si tu continues comme ça, bah, tu vas pas viser tes prétentions, hein, de façon très claire, finalement. Parce que même si je mettais pas mes objectifs, j'ai quand même des prétentions de vie. OK, trop bien, merci Magali. Donc ça, c'est déjà des super premiers pas, de faire un pas de côté, du coup. Est-ce qu'il y aurait un dernier mot que tu aurais envie de partager avant qu'on termine cet épisode et qu'on laisse, les auditeurs, auditrices, réfléchir à la vie et au sens de la vie?
juste après ça. Moi, j'ai cette idée il faut croire en soi et croire en ses rêves finalement et de pas attendre d'être prête ou d'être prêt, pour y aller. Parce que c'est en y allant qu'on peut avancer et c'est en y allant qu'on peut véritablement savoir ce qu'on veut et savoir qui on est. Parce que même si on a, quelques petites notions de qui on peut être, parfois on découvre, que je vous disais par exemple l'esprit un peu entrepreneurial, je l'avais, mais je le savais pas parce que je savais pas ce que c'était. Donc là, en expérimentant, je vois et vraiment de pouvoir, se légitimer dans les émotions certes, mais aussi dans les rêves. OK, trop bien, donc j'adore. Donc on teste plein de choses, comme ça on apprend vite qui on est, plus vite qui on est et ce qu'on veut et on laisse de la chance à nos rêves, de se réaliser. Tout à fait. Trop bien. Bah, écoute, merci Magali. Où est-ce qu'on te retrouve, sur les réseaux? Ou où est-ce qu'on te trouve? Alors on me trouve, sur Instagram, j'ai 2 comptes. J'ai un compte supervision pour les pros de l'accompagnement et un compte, thérapie. Là, pour le coup, ouvert, à plusieurs personnes, même si, je cible femmes. C'est plus une cible féminine, justement au travers de la légitimité. Donc il y a pas trop de il y a pas trop de surprises et aussi sur LinkedIn. OK, ça marche et c'est ton nom à chaque fois? C'est mon nom à chaque fois, j'ai pas fait original, j'ai fait mon nom comme ça, au moins on me Mais c'est très retrouve, bien, comme ça on te retrouve plus facilement. De toute façon, on met tout dans la description et puis, ben, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?